puis nous allons passer donc à la dernière communication qui est tout à fait originale, puisque il s'agit donc de Mathilde Carive, Arnaud Coutla, Thierry Grégor, Maude Moliès et Victorien Revilliers, qui vont faire part d'une expérimentation tout à fait originale autour des matériaux et des techniques de la fresque romaine. Donc un peu une expérience exceptionnelle. Alors, l'expérimentation que nous allons vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme Aquitania Ornata que je co-dirige depuis 2021 avec Isabelle Pianet, chercheuse en chimie à Archéosciences Bordeaux, et dont l'objectif est d'étudier les formes, les matériaux et les techniques du décor pariétal en Aquitaine romaine. Elle s'inscrit également dans la continuité de l'expérimentation déjà réalisée par Maude Mullier et Aude Ossiyou-Correa à l'occasion de l'exposition L'Empire de la couleur qui s'était tenue en 2014 à Toulouse au musée de Saint-Rémy. L'objectif de cette expérimentation était de mieux comprendre de manière générale la technique de la fresque romaine et en particulier la manière dont les artisans parvenaient à obtenir des fonds aux couleurs à la fois intenses, homogènes et parfaitement lissées, à tel point que certaines peintures de la fin de la République et du début de l'Empire ont un rendu presque miroir. Cette belle expérience avait offert de nombreuses pistes de réflexion, comme l'utilisation de fonds teintés dans la masse ou l'adjonction d'argile dans la couche de finition. Néanmoins, les contraintes étaient fortes puisqu'il fallait aboutir à un objet fini pour l'exposition. La fresque devait être transportable et donc sur des matériaux légers au comportement bien différent des murs romains. Et il y avait également une obligation de résultat dans un temps imparti qui ne permettait pas de tester toutes les hypothèses souhaitées. C'est pourquoi nous avons souhaité renouveler l'expérience en tentant cette fois de l'ancrer dans un territoire et ses matériaux, donc l'Aquitaine romaine, pour s'approcher au plus près des conditions qui pouvaient être celles des artisans romains. Dans cette démarche, il nous est paru important de réaliser également de la chaux à la romaine, puisque, en effet, à l'occasion de la phase d'analyse qui avait suivi l'expérimentation de Toulouse, Arnaud Coutla avait observé des différences importantes entre les enduits expérimentaux et les enduits antiques, liés notamment à la nature de la chaux, puisque les chaux industrielles que nous utilisons aujourd'hui sont beaucoup plus homogènes que les chaux antiques. Nous avons donc souhaité démarrer le processus expérimental par la construction et la mise en chauffe d'un four à chaux, et même de 2 fours à chaux. Cela a été rendu possible par la collaboration avec le lycée professionnel l'EREA Théodore Monod de Saintes et notamment les 2 enseignants du CAP maçonnerie, Thierry Grégor et Victorien Revilliers, donc qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais voilà, qu'on profite pour remercier vivement pour leur précieuse collaboration. Donc nous avons monté avec eux un projet à la fois scientifique et pédagogique en impliquant les élèves du CAP dans tout le processus. Et les élèves ont d'abord monté des murs support pour la fresque à la romaine, donc en opus caementicum avec parement de petits appareils en moellon calcaire provenant de carrières locales de Saint-Porcher. Et donc c'était un aspect important du programme, puisque la réaction de l'enduit à fresque dépend énormément de la nature de support, et donc il était vraiment fondamental pour nous d'avoir des murs qui s'approchent au plus près de ce qui étaient les murs romains. Je cède la parole à Arnaud. Merci. Alors 2 fours à chaux successifs ont ensuite été construit et mis en chauffe donc à l'EREA. Le premier ayant servi de test, alors de test entre guillemets, parce que normalement il devait faire un petit four, et puis on devait faire un grand four pour les journées du patrimoine, et en fait ils se sont un peu lâchés, donc ils ont fait 2 grands fours. Donc c'était un vrai test dès le début. Donc les choix de l'implantation, des techniques de construction et de l'architecture de ces structures de chauffe s'inspirent de nos connaissances sur les fours à chaux romains,
Donc on doit notamment à Jean-Pierre Adam le croisement des observations d'installations de chauffe-fournies actuelles avec celles des vestiges archéologiques et avec la lecture des textes antiques, en particulier ceux de Caton. Pour la Gaule romaine, ce sont les fours à chaux de Bretinou et l'article qui en découle, celui de Franck Sumera, qui reste notre référence, même si de nombreuses découvertes ont eu lieu depuis. Et nous nous sommes aussi appuyés sur les manuels des modernes et sur une série récente d'expérimentations qui, il faut le dire, n'ont pas toutes réussi. Donc les deux fours réalisés à Saintes sont de type dit à longue flamme, le type le plus fréquemment attesté dans l'Antiquité et correspondant aux écrits de Caton. Le principe est un foyer alimenté en continu par un combustible fournissant une vive chaleur et une flamme abondante. Le four est à usage unique car il est bâti avec la pierre calcaire qui va se transformer en chaux après calcination. Donc là, vous avez les étapes de la construction, donc le creusement du talus, la mise en place de la chambre de chauffe et le montage de la voûte en encorbellement avec, plus on va monter dans la structure, plus on va avoir des éléments de plus en plus petits et on termine vraiment par les films. Donc là, les deux fours achevés, avec des dimensions en plan assez proches, donc 2,50 m environ de diamètre chacun, mais vous pouvez observer plusieurs différences entre les deux, des différences qui sont liées aux difficultés que nous avons rencontrées avec le premier four, des difficultés notamment de tirage. Donc pour différence, on a une façade curviligne pour le second plutôt que rectiligne, on a une hauteur plus importante, environ 2,80 m contre 2,10 m. On a une chambre de chauffe plus haute également, 1,80 m contre 1,20 m, une gueule élargie et allongée et un foyer creusé d'environ 40 cm. Donc la chauffe du premier four a eu lieu en juin 2022. Le combustible était principalement constitué de planches de peuplier, un matériau choisi pour sa combustion rapide, générant une forte chaleur. Des tours ont été organisés jour et nuit avec les élèves, puisqu'il fallait alimenter le four en continu, donc idéalement toutes les 10 minutes, et ça pendant 5 jours. Ouais. Donc nous avons rencontré quelques difficultés avec ce premier four, donc un problème de tirage. La braise s'accumulait dans le foyer et on a été obligé de la retirer à plusieurs reprises. Et après 3 jours de chauffe, nous n'arrivions pas à dépasser le seuil des 800 degrés, alors que ce sont 900 degrés qui sont nécessaires en théorie pour la calcination. Donc nous avons décidé d'installer un soufflet de forge, malheureusement vite cassé, mais ça a été suffisant pour atteindre les 900 degrés voulus et de rester à ces températures. Pour le second four, mis en chauffe en septembre, le protocole a été le même et les modifications réalisées sur le plan du four ont été bénéfiques, car il n'a pas été nécessaire de vider les cendres et il n'a pas été nécessaire non plus d'avoir recours à une ventilation forcée. En regardant la courbe de température de la deuxième cuisson, on remarque 2 phases. Donc avant 3000 minutes, c'est-à-dire environ 50 heures, on a une première phase avec des températures aux alentours de 600 degrés, puis après ces 50 heures, on a une seconde phase avec des températures qui vont osciller entre les 800 degrés et osciller autour des 800 degrés avec des variations entre 630 et environ 1000 degrés. Donc ça, c'est symptomatique d'un changement de comportement du four qui a sans doute trouvé un équilibre qui lui permette de maintenir la température à un niveau élevé. On note néanmoins sur les clichés infrarouges que les zones de plus forte chaleur se concentrent dans la chambre de chauffe et à son immédiate périphérie. Donc il n'y a pas eu de diffusion importante. Le défournement n'a pu être réalisé de manière méthodique qu'avec le premier four, car le second s'est effondré suite à des intempéries, comme on peut le voir ici. Ce que nous avons pu observer, c'est que chaque fois, seuls les blocs directement en contact avec, ou juste au-dessus de la chambre de chauffe, ont fait l'objet d'une calcination complète. Mais au total, nous avons obtenu, avec le premier four, environ 3 mètres cubes de chaux vive que nous avons éteints dans des bacs. Et malheureusement, la quantité du second four est actuellement plus difficile à évaluer. Donc finalement, c'est une réussite, car nous n'étions pas sûrs de produire de la chaux, enfin surtout moi. Et en fait, nous en avons assez pour réaliser des mètres carrés et des mètres carrés de fresques. Donc on a aussi eu la satisfaction de voir que le diagnostic posé pour le premier four, avec ses problèmes de tirage, donc le diagnostic était bon, car ces problèmes ont été résolus dans le second. Bon, néanmoins, la proportion de calcaire transformé par rapport à la quantité mise en œuvre reste très modeste, et le problème vient sans doute de la conduite du feu assez irrégulière, comme en témoigne le profil en dents de scie des courbes de température. Donc nous nous heurtons ici à notre manque d'expérience, mais également aux contraintes très fortes de cette activité,
En effet, il est difficile d'alimenter le four en continu pendant 4 ou 5 jours, bon, quand c'est pas son métier, mais surtout quand il faut animer par ailleurs des visites, s'occuper des élèves et accessoirement dormir, s'occuper des amis et de la famille qui passent, des collègues, et bien sûr, je ne vous parle pas de l'organisation des barbecues, ça c'est autre chose. Donc, la chaux produite a donc été utilisée pour réaliser des enduits et y peindre à fresque. Alors, nos questionnements scientifiques se sont concentrés surtout sur les opérations de lissage et de polissage, étape fondamentale donc pour l'obtention des fonds parfaitement lisses et brillants qu'on connaît dans les peintures romaines. Les hypothèses à tester pouvaient être liées soit à l'usage de différents outils, soit à des compositions différentes d'enduits, ou encore à un traitement de surface ultérieur. Alors, concernant les outils, quels sont ceux qui peuvent avoir été utilisés pour ces opérations? En dehors donc de la truelle, seul l'outil de lissage bien attesté par l'archéologie était-ce suffisant, ou bien les artisans disposaient-ils d'autres outils comme le suggèrent certaines images, notamment cette peinture donc de Pompéi à droite qui montre un peintre devant une paroi colorée tenant un objet cylindrique blanc qui suggère l'utilisation du fameux rouleau de marbre. Le rouleau est aussi bien attesté parmi les outils de fresquistes d'époque contemporaine, comme le montre cette image tirée d'un manuel de fresquiste du XXe siècle. Du début du XXe. Nous souhaitions également faire des tests avec des galets, outils utilisés donc pour la technique de tadlac marocain, donc avec des fonds extrêmement lisses, qui est parfois dite être héritée donc justement des Romains. Et nous avons aussi essayé d'utiliser de la corne, parce que nous cherchions un matériau disponible dans l'Antiquité et susceptible d'avoir la même souplesse que les lisseuses que nous avions utilisées pour Toulouse, donc des lisseuses en inox assez souples, donc qui sont normalement faites pour les marmorinos. Pour ce qui est de la composition de la couche de finition, nous savons par les sources antiques et par les analyses faites sur les enduits antiques que les artisans pouvaient utiliser dans la couche de finition de la poudre de marbre ou des minéraux qui s'en rapprochent, contenant de la calcite, soit seuls, soit associés avec des sables. Soit peut-être même des sables seuls. La présence d'argile dans l'enduit, pour le rendre plus onctueux et faciliter le lissage, a par ailleurs été suggéré dans les sources récentes, mais aussi, je pense, dans des analyses. La question est dans les couches de finition ou seulement dans les couches précédentes, comme on l'a vu ce matin. Donc nous avons voulu tester ces différentes possibilités afin de voir lesquelles permettaient les meilleurs lissages, aussi bien au niveau du geste que du résultat. Enfin, concernant la possibilité de traitement de surface, qui interviendrait après la réalisation de l'enduit et de l'application des couleurs, cela n'a jamais été mis en évidence par des analyses à ce jour, mais les textes l'attestent, au moins dans un cas précis, donc celui des peintures à fond rouge cinabre, qui étaient possiblement recouverts de cire, comme le préconise Vitruve, pour protéger ce pigment susceptible de s'altérer sous l'effet combiné du soleil et de l'humidité, donc dans ce texte de son traité d'architecture. Le premier mur que nous avons enduit et peint a accueilli une composition inspirée de la peinture de 3e style retrouvée dans la maison des Nonnes de Mars à Limoges. Cet enduit a été commencé avec de la chaux industrielle, puisque c'était en même temps que la réalisation de notre premier four, et donc nous n'avions pas encore notre chaux. Voici donc quelques images de cette première session, donc application des couches de préparation, préparation des pigments avec les élèves, mise en place du décor à la cordelette enduite de pigments, application de la couche de finition et pose donc des fonds colorés et lissage. Voici le résultat à la fin de la première session. La fresque a été achevée donc quelques mois plus tard à l'occasion des Journées du patrimoine. Et lors de cette deuxième session, nous avons cette fois utilisé la chaux obtenue dans le premier four du mois de juin.
à cette occasion, nous avons réalisé des tests de lissage avec d'autres outils que la truelle, notamment donc le rouleau et le galet, mais ceci étant peu concluant, nous n'avons pas insisté car nous avions en quelque sorte une obligation de résultat dans le cadre donc de ces journées du patrimoine. La corne d'ailleurs a été tout de suite écartée car elle s'était mise à gondoler immédiatement une fois en contact de l'humidité. Alors voici la fresque achevée. On voit déjà les blanchiments importants sur le panneau rouge de la première session. Et voici son résultat un mois plus tard. Donc le rouge lissé présentait des blanchiments quasi généralisés. Le rouge non lissé, donc c'est en haut à gauche du premier panneau rouge, n'avait pas ses remontées, mais ne tenait pas à fresque, donc elle était poudreuse. Et le noir de vigne utilisé présentait un faïençage et des remontées blanches cristallines. Ces remontées blanches, il s'agissait de chaux et non pas de sel, s'explique sans doute par le fait que nous avons réalisé la fresque trop tôt par rapport à la construction du mur. Et le mortier de construction n'avait pas encore achevé sa prise. C'est sans doute donc la chaux de construction du mur qui a fait une remontée à travers les différentes couches d'enduit. Ceci dit, après la relecture des sources antiques et modernes, nous avons aussi réalisé que nous avions dû utiliser notre propre chaux trop tôt. Les textes antiques recommandent en effet de la faire reposer jusqu'à 3 ans. Et là, on était à 3 mois, à peine. Et dans d'autres sources, on voit toujours un minimum de 6 mois, de 6 mois à 3 ans. Néanmoins, il y a sans doute d'autres paramètres en jeu, car nous avons pu observer sur le second mur que les remontées sont plus ou moins importantes en fonction des pigments utilisés. Alors, parmi les observations satisfaisantes que nous ont donné ce premier mur, nous pouvons citer les fonds colorés lissés à la truelle, qui présentaient des petites traces comme des aspirations de matière, correspondant bien à ce que nous observons fréquemment sur les enduits antiques. Si cette première fresque nous a donc donné quelques résultats intéressants, nous avions des contraintes qui ne nous permettaient pas d'aller aussi loin que nous l'aurions souhaité. Nous avions d'une part, donc comme je le disais, une sorte d'obligation de résultat dans le cadre des journées du patrimoine, tant vis-à-vis du public que des élèves qui s'étaient aussi fortement investis dans le projet. Et donc on n'était pas très à l'aise avec l'idée d'un raté, ce qui fait que nous avons vite mis de côté un certain nombre de tests qui étaient peu concluants, voire même totalement catastrophiques au premier abord, comme le lissage au rouleau ou l'utilisation du galet. D'autre part, le nombre de paramètres en jeu était trop important lors de cette première expérience et ne nous permettait pas de comprendre en fait les raisons de certaines observations que nous pouvions faire. Donc il nous a semblé intéressant de réaliser des tests beaucoup plus systématiques avec un nombre de facteurs variants limité pour pouvoir mieux analyser tant les impressions lors de la mise en œuvre que l'évolution de l'enduit peint. Nous avons donc réalisé une seconde fresque qui n'avait pas cette fois de visée esthétique, mais était vraiment conçue pour tester de manière systématique nos hypothèses et tenter de répondre à nos interrogations. Nous l'avons appelé le mur des échantillons. Nous avons donc divisé le mur en compartiments. Chaque ligne correspondait à un pigment différent et chaque colonne a un traitement différent. Donc un seul paramètre variait donc d'un échantillon à l'autre, du moins en théorie. Les 8 premières colonnes, donc en bleu clair là sur ce schéma préparatoire, il s'agissait donc d'une couche de finition de chaux et de poudre de marbre seule, sans adjuvant, avec un traitement de surface différent. Donc, bon, voilà le résultat. Voilà. Donc, la première colonne, c'était sans lissage. Donc, je vous montre un exemple sur l'échantillon d'ocre jaune. La colonne suivante, c'était un lissage à la truelle en acier. La suivante, l'usage du fameux rouleau de marbre, qui a produit des traces qui peuvent ressembler à certaines traces qu'on voit sur des enduits antiques. Voici un autre exemple. J'ai quand même pas trouvé tant d'exemples que ça, mais c'est plutôt dans mon souvenir de choses proches. Donc s'il y en a qui en ont des exemples, n'hésitez pas à vous manifester.
Mais dans certains cas, notamment si on arrivait trop tôt, la couche picturale se décollait. L'utilisation aussi de galets et de savon noir, qui se rapproche de la technique du tas de lac ou du blanc d'œuf, a pu être concluante avec certains pigments, comme là le jaune, où on voit qu'on a obtenu une surface extrêmement lisse, peut-être trop d'ailleurs. Mais par exemple, avec la terre verte, c'était une catastrophe. Voilà, l'utilisation de la cire, là qui a été chauffée, posée, selon les prescriptions, c'est très compliqué à mettre en œuvre, et le résultat n'était pas non plus tout à fait satisfaisant. En revanche, l'utilisation de colle, ça qui fait aussi référence peut-être aux communications de ce matin, notamment de la colle de poisson ou de la caséine, a permis un lissage une application et un lissage plutôt satisfaisant. Alors ensuite, après ces 8 premières colonnes, au contraire, le lissage est toujours fait à la truelle en acier, mais c'est la composition de l'enduit qui change, qui peut être fait de poudre de marbre ou de sable, avec de l'argile ajoutée ou non, une argile locale ou du kaolin. Voilà. Ces différents enduits dont on a laissé une fenêtre témoin. Concernant les différents modes de lissage, nous avons pu constater qu'il pouvait y avoir une différence d'un pigment à l'autre, par exemple avec l'ocre jaune ou la terre verte. Que c'est finalement la truelle en acier qui offrait les meilleurs résultats, mais aussi quand même le rouleau, en tout cas pour faire remonter l'humidité et pouvoir prolonger le temps de peinture à fresque, pas de façon forcément étendue, mais en tout cas sur des petites zones. Quant aux différentes compositions des mortiers, l'ajout d'argile permet une application plus agréable et un meilleur lissage, surtout avec l'argile locale, plus satisfaisante que le kaolin. L'usage de la caséine et de la colle de poisson pour les couches de fond colorées a aussi semblé une piste intéressante, tant du point de vue de la mise en œuvre que du résultat obtenu. Il nous restait quelques colonnes à droite, comme vous voyez, et ça nous a servi à faire des tests un peu plus ponctuels. Il s'agissait de tester d'une part des pigments rares, en tout cas rares aujourd'hui, ou de faire des tests comparatifs entre des matériaux équivalents mais provenant de fournisseurs différents dont on avait pu expérimenter des choses étranges. Donc je ne vais pas commenter cette colonne très longuement par manque de temps, mais simplement vous présenter ce petit test autour du bleu égyptien, vu qu'il en a été pas mal question pendant cette journée, très granuleux. Donc les différents tests que nous avons faits, c'est le fait de broyer ou non le bleu égyptien et de le mélanger à un blanc, en l'occurrence du kaolin, de la craie ou du blanc de Saint-Jean. Voilà. Et simplement une petite fierté aussi, nous avons fabriqué notre propre blanc de Saint-Jean à partir de la chaux que nous avons fabriqué, et c'est le test de droite qui a donc plutôt bien fonctionné pour ces motifs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, une belle communication pour clore cette journée. Donc je crois que nous avons peut-être une ou deux questions rapidement. Oui, moi je voulais vous demander sur vos sessions correspondent à combien de jours? Quand vous êtes là pour votre première session, la deuxième session, ça vous ont pris du premier mur du coup. Le premier mur, le mur décoratif plutôt. Oui, le mur décoratif. C'était une petite semaine. C'était à chaque fois une petite semaine. Après sur le mur des échantillons, mode à travailler. Non, mais le mur des échantillons, ça c'est autre chose. Non, mais le premier, oui, sur le premier. C'est une semaine à chaque fois. Une semaine. Oui, une petite semaine. Je sais plus.
Oui, je crois. Parce que c'était en même temps que la chauffe et un peu plus. Donc oui, une semaine. D'accord. Et puis, alors, je voulais savoir aussi le noir que vous avez utilisé. C'est du noir de vigne. Du noir de vigne. Du noir de vigne. D'accord. Et puis, une troisième question, et puis je laisse la parole. Sur une des photos, on voit la partie basse avec les châssiers et toutes les remontées de chaux qu'il y a là. Il y a une zone autour de l'échassier qui est restée noire. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez retravaillé la surface avant de peindre ou est-ce que c'est autre chose ? Non, il y a quelque chose qui s'est produit effectivement là où on a peint, comme si l'humidité, enfin je sais pas exactement quel est le procédé, mais effectivement autour des zones peintes, il y avait cette ligne où il n'y avait pas ça, et au contraire là où il y a eu des incisions préparatoires, là en revanche il y avait encore plus de remontées cristallines. Enfin j'appelle ça cristalline parce que vraiment on a une impression comme ça. D'accord. Bon, merci. Merci. Mais effectivement, sans doute des choses avec le temps de séchage, parce que ce qui apparaît sur les photos, c'est que les zones en fait qui ont eu moins de remontées, enfin quasiment pas de remontées, sont celles qui étaient vraiment au contact du mur de l'atelier. Et les collègues maçons suggéraient qu'en fait le mur avait dû absorber l'humidité. Oui, alors et donc c'était la partie qui avait dû sécher en fait le plus vite. Avec cette histoire des remontées et du séchage plus rapide, quand on avait fait la fresque expérimentale dans l'île Sainte-Marguerite, donc c'était grandeur d'enture sur un vrai mur où il y avait un ancien linteau de fenêtre qui était en briques. On avait noté une différence à l'endroit où on était au-dessus de la brique parce qu'il y avait une absorption plus rapide de l'humidité que sur les autres zones. Et puis, juste un autre détail aussi du même genre, c'est que la fresque finie, et quand on est parti, peu de jours après, quelqu'un est venu et apparemment quelqu'un d'autre avait mis la main sur le mur. Donc, la partie bien lissée avait été légèrement... vous voyez une perturbation extrêmement légère et il avait fallu refaire quelque chose pour rendre. Là aussi, il y avait une obligation de résultat on a beaucoup de traces de doigts, d'appui quand j'ai pris appui pour peindre. Oui, mais c'était pas un appui en profondeur, c'était juste comme si on avait passé très légèrement, mais vraiment sur la surface. Et il y avait une légère perturbation de la couche picturale en cours de carbonatation, et ça, il avait fallu reprendre. Oui, mais c'est ça qu'on a eu aussi, juste des contacts très légers. Oui, ça donne à tout perturber la couche de surface. Autre question ? Non, bien, on vous remercie une nouvelle fois. Merci à vous. Merci Dominique.